Je suis Charles-Édouard Vincent et je suis le directeur d'Emmaüs Défi. Vous pouvez nous présenter Emmaüs Défi, qu'est-ce que c'est? Oui, donc Emmaüs Défi est né en 2007, donc c'est une des 250 associations du mouvement Emmaüs, qui est la dernière née au sein du mouvement, puisqu'on l'a créée en 2007 à la suite de la crise du canal Saint-Martin. Quand les Don Quichotte ont posé leur tente sur le canal Saint-Martin, ça a été une interpellation pour le mouvement Emmaüs en disant tous les hommes et les femmes qui sont dans ces tentes sur le canal Saint-Martin, comment peut-on, au-delà d'un hébergement, les accompagner dans la reconstruction de leur vie? Et on a donc décidé de créer Emmaüs Défi, une structure qui est une structure d'insertion, mais qui accueille des personnes, j'ai envie de dire, qui sont particulièrement fragilisées par la vie et qui, dans des structures d'insertion plus classiques, ne tiendraient pas le rythme. Concrètement, on accueille au sein d'Emmaüs Défi des personnes qui ont passé 2, 3, 5 ans, 10 ans à la rue, et qui donc n'ont pas ni de toit, et qui ont été vraiment en rupture très très forte avec la société pendant une longue période de temps. Mais c'est pas un foyer d'accueil. Alors on n'est pas un foyer d'accueil, on est vraiment dans une logique en fait de travail, et en fait le contre-pied qu'on a pris, c'est qu'on n'a pas attendu que les personnes soient hébergées pour pouvoir leur proposer un travail. C'est-à-dire qu'on a dit, au lieu d'attendre qu'elles aient, le réflexe naturel c'est de dire il faut au moins avoir un toit pour pouvoir travailler. Et ben nous on a pris l'inverse, on a dit pour des personnes qui sont à la rue depuis longtemps, qui ne vivent que dans les centres d'hébergement d'urgence, sous leur tente, etc., venir avec un travail va permettre de tout de suite les positionner comme acteurs de leur vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de prise en charge médico-sociale ou prise en charge par l'hébergement, on est vraiment dans une logique de faire confiance et de dire bah, écoute, si tu veux, Emmaüs Défi, on a besoin de toi. Et on accueille les personnes du coup avec un contrat de travail, mais qui, je dirais, s'adapte aux capacités de chaque personne. Concrètement, aujourd'hui, quand vous allez dans un chantier d'insertion, une entreprise d'insertion ou une entreprise normale, le droit du travail va vous obliger à avoir un contrat de travail qui dit bah, je travaille tant d'heures par semaine. Quand je suis à la rue, j'ai beaucoup de mal à tenir 10 heures, 15 heures, 20 heures par semaine parce que le soir, je ne sais pas où je dors. J'ai moi-même des difficultés personnelles, de santé, etc., qui font que je ne peux pas tenir ces engagements. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu inventé l'intérim inversé. C'est-à-dire que les gens viennent travailler quelques heures, mais à leur rythme, et ils viennent accompagner avec des services de maraude, du SAMU social, de la maraude Emmaüs, avec la Croix-Rouge. Et ils viennent travailler chez nous quelques heures, mais tout ça, de se remettre dans une dynamique d'activité, va leur permettre du coup de reprendre confiance en eux, d'avoir envie de reconstruire leur vie, etc. Là où, quand on leur propose juste un hébergement, parfois ils disent non, non, je suis mieux sur mon carton. Quel type d'activités peuvent-ils exercer au sein? Alors, on a des activités classiques Emmaüs, de récupération de meubles, de vêtements, de vaisselle, d'électro, etc. Donc on a ouvert des bric-à-brac dans Paris. Quand on a démarré en 2007, on a ouvert le premier bric-à-brac Emmaüs dans Paris. Aujourd'hui, on en a 2. On a un objectif d'en ouvrir 10 sur les 4 prochaines années, donc construire un peu un réseau de boutiques de solidarité. Mais on a aussi inventé de nouvelles activités avec des entreprises. Donc on travaille beaucoup avec des entreprises, et notamment avec des entreprises avec lesquelles on n'imaginait pas du tout travailler au départ, comme SFR. C'est-à-dire que quand on est allé voir SFR au début, on voulait plutôt les associer avec nous dans notre projet pour qu'ils nous soutiennent financièrement. Et puis on a vu que beaucoup de nos salariés, beaucoup de personnes au sein d'Emmaüs Défi, beaucoup de nos clients qui venaient acheter des matelas, des vêtements Emmaüs Défi, avaient des problèmes de facture de téléphone. Payaient très cher leur facture de téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas bancarisés, ils ne pouvaient pas s'engager sur 2 ans. Donc le seul moyen pour eux d'avoir un téléphone et une ligne, c'était de pouvoir acheter des cartes prépayées qui coûtent entre 25 et 30 euros de l'heure, beaucoup plus cher que ce que vous et moi, qui êtes, je dirais, dans une situation plus confortable, avec un compte bancaire, avec un peu de visibilité sur votre avenir, vous avez des forfaits tout à fait intéressants, mais les personnes pauvres n'ont pas cette visibilité et parfois ne peuvent pas avoir accès à ces offres. Donc on a développé avec SFR une offre sur la téléphonie, et aujourd'hui nos salariés, qui sortent de la rue, etc., travaillent aussi dans la distribution de ces cartes payées, dans l'accompagnement des familles qui viennent s'équiper chez nous, et voilà. Donc des métiers, pour répondre à votre question, du Emmaüs très classique, mais aussi du Emmaüs qui répond aux besoins de notre société d'aujourd'hui, y compris sur des sujets de télécommunication, parce que aujourd'hui la téléphonie mobile n'est plus un luxe.
Quand on travaille, quand des femmes qui ont charge d'enfants, hein, les familles monoparentales, qui font des ménages en horaire décalé, eh bien, elles ont envie de pouvoir savoir que leurs enfants, le soir, sont bien rentrés de l'école ou qu'ils sont bien partis le matin, parce qu'elles sont au travail à ce moment-là. On ne peut pas dire que le téléphone portable, à ce moment-là, c'est un luxe. Quand un SDF n'a plus de chez lui, souvent, sa dernière adresse, c'est le téléphone portable. Donc on voit qu'aujourd'hui, notre société a évolué, les besoins ont évolué, et on doit, nous, Emmaüs, répondre à ces besoins quand on n'a pas les moyens de pouvoir se permettre je dirais, des forfaits de téléphone comme tout le monde. Vous me parliez tout à l'heure de la double peine liée à la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, cette double peine, en fait, plus on est pauvre, plus la vie est chère, elle est connue sur les services financiers. Je dirais, c'est même un adage, hein, on ne prête qu'aux riches. C'est aussi connu sur le logement. On sait que le mètre carré coûte beaucoup plus cher sur les petites surfaces. Et quand on n'est pas solvable, les gens ne louent pas, sauf à faire payer très cher les personnes qui emménagent dans ces logements. Donc cette double peine qui est plus on est pauvre, plus on paye cher le même bien et service, il est connu sur les services financiers, sur le logement. Mais on a travaillé avec HEC et un cabinet de conseil qui s'appelle le BCG, le Boston Consulting Group. On a regardé un peu combien dépensaient un certain nombre de familles pauvres sur l'ensemble des biens de consommation, la santé, la mobilité, l'alimentation, les services de télécommunication, tout ce qui est autour des charges de loyer, et on a listé les services financiers, etc. Et on s'est aperçu que sur l'ensemble, la grande majorité, les 2/3 de ces dépenses, eh bien les pauvres payent plus cher les mêmes biens et services. Si je prends l'exemple du crédit financier, les taux appliqués vont être supérieurs. Très souvent même, pour des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, le seul moyen d'avoir recours au crédit, c'est le crédit conso. On va payer des 15-20% de taux d'intérêt. Là où quelqu'un qui a des moyens va pouvoir négocier ses taux beaucoup plus bas. Sur la téléphonie, j'en ai parlé. Sur les charges en termes d'énergie, c'est aussi la même chose. Quand j'ai la précarité énergétique, quand j'ai un mauvais chauffage, sur un petit hébergement, j'ai un coût d'abonnement qui est supérieur, qui fait qu'à la fin, mon unité de consommation est supérieure. C'est-à-dire que très concrètement, la vie pour les pauvres est entre 5 et 10% plus chère que pour vous et moi. Alors, on parle sur des revenus qui sont de 5, 6, 700, 800 euros par mois, on parle de quelques euros, mais ces quelques euros ou ces quelques dizaines d'euros par mois, elles font que pour ces familles pauvres, eh bien, elles basculent dans des logiques de surendettement. Et on a fait donc tout ce travail avec justement SFR sur la téléphonie, ça a été de prévenir, d'accompagner les personnes, de leur donner accès, dire dans une logique je dirais de collaboration et d'accompagnement, donner accès à des offres de téléphonie qui soient adaptées aux personnes et non pas leur donner le seul accès à des cartes prépayées qui coûtent très cher. J'ai le temps de poser une autre question, pardon. Une dernière. Vous avez besoin de fonds privés, donc de donateurs privés. Est-ce pas un peu délicat aujourd'hui de faire appel à des personnes qui subissent la crise, comme tout le monde, pour aider les autres, même les plus pauvres, mais... La crise, pour nous, elle existe depuis longtemps. Quand on parle de la crise, aujourd'hui, moi je peux vous dire que depuis que le mouvement Emmaüs existe, depuis 60 ans que le mouvement Emmaüs est en crise. La pauvreté, l'exclusion, ça ne date pas de la crise des subprimes et ça ne date pas de la crise de l'euro actuelle. Donc je veux dire, quand on parle de crise, il y a crise et crise. Je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, pour qui quotidiennement, ils sont dans des situations, je dirais, de vulnérabilité et de stress financier énormes. Donc je veux dire, cette notion de crise, elle est très relative pour nous. Aller chercher, est-ce que ça remet en question nos levées de fonds, nos partenaires financiers? Je ne crois pas. En fait, je crois qu'aller voir des fondations, aller voir des entreprises pour leur demander de l'argent, ce n'est pas la bonne façon de faire. En fait, on a besoin des entreprises, on a besoin des pouvoirs publics pour s'associer avec nous dans le combat qui est le nôtre, qui est un combat contre l'exclusion, contre la pauvreté. Et ce n'est pas juste en demandant un chèque qu'on va le résoudre, c'est en se mettant ensemble, en arrêtant de dire c'est la faute aux entreprises
que font les pouvoirs publics, ou alors les associations ne sont pas professionnelles. Non, je crois que pour arriver à résoudre les problématiques auxquelles on fait face, il faut qu'on se mette ensemble, entreprises, associations et pouvoirs publics, non pas dans une logique de financement, mais dans une logique de se dire comment on fait pour pouvoir en finir avec cette exclusion, pour pouvoir supprimer cette pauvreté qui est intenable pour tout un tas de familles. Et je crois que ça dépasse largement la question du financement des associations.